إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. La résidence et le Glaoui ont trouvé un nouveau sultan, un lointain cousin de la dynastie, Ben Arafa. Mais l'usurpateur est un vieil homme tranquille qui ne s'attendait pas à devenir la cible d'attentats en série. On manque de l'égorger quand il se rend à la prière du vendredi. Après, une rafale de mitraillettes le rate de peu. Ben Arafa découvre les servitudes du métier de souverain fantoche. Il ne sortira plus de son palais, ombre docile, signant les documents que lui présente la résidence, qui s'illusionne naïvement d'avoir à sa main le sultan idéal. Cependant, au dehors du palais, la situation est de moins en moins sûre. Un attentat au marché central de Casablanca décime acheteurs et commerçants européens. Un fossé de sang sépare désormais les communautés. Et parmi les modestes expatriés qui n'ont plus d'attache en métropole, le mouvement Présence française réclame toujours plus de répression à un Guillaume débordé, tandis que certains éléments glissent dans le contre-terrorisme aveugle. Informé par Jean Védrine, François Mauriac alerte alors l'opinion française. Mon père, François Mauriac, a mis dans la balance son prix Nobel et il a courageusement pris le parti de l'indépendance du Maroc, presque contre le gouvernement français, mais surtout contre la puissance extraordinaire que représentaient à ce moment-là les Français du Maroc, et puis surtout, il faut le dire, l'armée. C'était des gens comme le général Guillaume, qui disaient des Marocains, je vais leur faire manger du foin. Les lecteurs du Figaro se désabonnaient en raison des prises de position que prenait cet académicien gauchisant, n'est-ce pas? Il a donc quitté le Figaro, et c'est là où il a commencé ses express, ses bloc-notes. Quand les piles de bloc-notes arrivaient sur les kiosques des Champs-Élysées, j'étais stupéfait de voir les gens s'arrêtant et commencer la lecture du journal par le bloc-notes de François Mauriac. J'avais envie de leur toucher le bras et de leur dire, vous savez, c'est mon père, tellement j'étais fier et heureux. Mais c'est là où il a continué à militer pour l'indépendance du Maroc. Le sultan a été finalement déporté à Madagascar, dans l'univers fantomatique du palace délabré d'Antsirabe, où les cafards ont remplacé depuis longtemps les coloniaux qui y soignaient mornement leur cirrhose tropicale. L'exil, c'est un point essentiel dans l'histoire du Maroc. C'est pas seulement mon père ou ma famille, mais c'était tout le peuple marocain. Tout le monde était touché. Plus de 3 ans d'exil de Mohamed V, plus il était loin du Maroc, plus il était dans le cœur des Marocains. L'exil, c'est ce qui a rapproché le plus le père et le fils. Moulay Hassan est devenu le confident de son père, l'ami de son père. Et je pense que la concrétisation de métier de roi de Hassan II a été fait donc à Antsirabe, à Madagascar. Or, le souverain persiste dans son refus d'abdiquer, malgré des délégations venues de Paris qui lui font miroiter vainement un exil plus confortable en France. Le remplacement de Guillaume par un résident général civil ne change rien. Le Maroc s'enfonce dans le cycle infernal des violences et de la répression. La nuit, on monte sur les terrasses pour voir le visage du roi sur le croissant de lune. Le jour, la rue s'embrase et les femmes ne sont pas les moins ardentes à brandir son portrait avec celui de sa fille aînée, Lala Aïcha, apparue dévoilée lors du discours de Tanger. Les collaborateurs présumés des Français tombent sous les balles des militants que pourchassent les contre-terroristes. Il y avait des répressions terribles, des condamnations, des exécutions. C'est à ce moment-là que s'était déclenchée alors la grande résistance. On tuait tout le monde et cette résistance se manifestait sous plusieurs formes. Chacun faisait à sa tête. C'était le moment terrible.
Coups de main sur les routes, colons égorgés. Au récit terrorisant de massacres d'Européens sauvagement suppliciés, répond l'écho sinistre des ratonnades et des tortures. À force de changer de camp, la peur règne partout. On avait franchement peur. On avait peur, c'était la peur du blanc, une peur instinctive, une peur bête, une peur irraisonnée et irraisonnable. L'assassinat par des contre-terroristes de Jacques Lemaigre du Breuil, prépondérant acquis à la négociation, comme beaucoup d'autres industriels, pour sauver les réussites de l'œuvre française dans le cadre d'un Maroc libre, sonne le glas d'une politique désormais sans issue. Jacques Lemaigre du Breuil, c'est un homme qui a fait beaucoup pour la cause marocaine. Malheureusement, sa mort aussi a été une contribution extraordinaire pour le Maroc parce que ça a eu une résonance fantastique, aussi bien au Maroc qu'en France. Lors des obsèques, Pierre Mendès France, qui vient de dénouer la crise tunisienne, sent l'urgence de s'atteler au drame marocain. Mais il répugne encore à désavouer la déposition du sultan. Les calomnies du passé ne se sont pas dissipées. Mendès France, nous avons été déçus. Il disait qu'en aucun cas la France ne pouvait accepter le retour de Mohamed V sur son trône. Or, cette position était inacceptable pour les nationalistes. C'est son successeur Edgar Faure qui va s'atteler au problème en y consacrant des trésors d'habileté politique. À la tête d'un gouvernement fragile dont Pinet est le poids lourd, il lui faut cependant manœuvrer serré car la droite parlementaire lui promet le sort de Mendès. Il nomme Gilbert Grandval à la résidence générale. Ce gaulliste de choc et compagnon de la libération n'entend être l'otage de personne et surtout pas des contre-terroristes qui menacent de l'abattre comme Lemaigre du Breuil. Gilbert Grandval, nous avons pris des informations parce que c'était un homme de bonne foi. Mais malheureusement, quand il est arrivé là, les choses étaient déjà très compliquées. Et c'est la population française qui l'a le plus combattu, c'est pas nous. Il a été insulté à la sortie de la cathédrale. En effet, Grandval manque d'être lynché dès son arrivée, au cours des obsèques de victimes des nationalistes. Il réplique en révoquant la plupart des directeurs de la résidence qui ameutent leurs amis de Paris et la presse inféodée à leurs intérêts. Les meneurs de présence française dressent alors la rue européenne contre lui et ce sont d'autres répressions, fratricides cette fois, qui s'enchaînent. Mais il en faudrait plus pour impressionner Grandval. Grandval a été un homme très courageux, grand manœuvrier. Il a brisé toutes les forces coloniales. Il les a disloquées et il a préparé le terrain à la solution. À Meknès, l'armée le piège en tirant sur la foule marocaine qui l'avait accueilli en criant « Vive le roi ». Edgar Faure l'adjure de tenir bon, mais il a lui-même fort à faire pour défendre un résident attaqué de toutes parts. Août 55, le Maroc est à feu. Les Français n'osaient plus approcher des villes dites indigènes et inversement, les Marocains, on leur interdisait d'aller chez les Européens. Et aux frontières de l'Algérie, en pleine insurrection, une armée de libération s'est constituée. Elle trouve également refuge et cache d'armes dans la zone espagnole, où les affidés de Franco jettent de l'huile sur le feu. Grandval a un plan, obtenir le départ d'Arafat et ramener le sultan exilé en France. L'habileté d'Edgar Faure lui dicte de lâcher d'abord un Grandval carbonisé pour l'appliquer en douceur. À Aix-les-Bains, paisible cité thermale, où Pinet passe tranquillement ses vacances, Edgar Faure invite une pléiade de notables marocains pour d'aimables entretiens qui n'engagent à rien. Mais si, je vous l'assure. Le Glaoui, bien évidemment, et puis le grand vizir centenaire, qui a servi le sultan exilé. Et tant qu'on y est, pourquoi pas des nationalistes modérés qui aiment encore la France. Pinet se résigne à une cure d'un tout autre genre. À Aix-les-Bains, au début, on a parlé d'entretien, pas de négociation. On écoutait les Marocains exposer leurs problèmes.
Et puis petit à petit, nous avons un petit peu progressé en parlant de négociations. Tiens, voici Maître Bouabid, le brillant avocat de l'Istiklal, un négociateur aussi avisé qu'Edgar Faure. Et qui sont ces messieurs que l'on ne connaît pas et qui étaient en prison il n'y a pas si longtemps? Décidément, le président du Conseil a l'art de se faire des relations dans tous les milieux. Mais il n'est plus temps de tourner autour du poteau rose, et devant Schuman épiné médusé, Edgar Faure laisse de plus en plus de place au point de vue des nouveaux arrivants. Pourquoi vous avez cette obsession presque fétichiste, comme disait Edgar Faure, de demander le retour du roi avant toute discussion? Vous avez une chance de faire une double révolution. Pourquoi ne pas mettre en place des institutions démocratiques? Mais on sentait très bien que c'était un combat d'arrière-garde pour essayer de trouver d'autres interlocuteurs. Nous leur disions, personne d'autre au Maroc ne pouvait se permettre d'engager des négociations avec la France si ce n'était pas sous l'égide de Mohamed V. Le Glaoui a compris. Il ne lui reste qu'à tirer noblement la leçon de sa défaite en provoquant un coup de théâtre. Il appelle au retour du roi et abandonne Arafat qui se retire à Tanger. À Aix-les-Bains, ça a été un monument d'intelligence et un monument de professionnalisme diplomatique remarquable. Toutes les grandes lignes ont été arrêtées. C'est bouclé. Edgar Faure a trouvé la formule miracle, indépendance dans l'interdépendance. C'est un peu obscur, mais on devine retour du roi, fin du protectorat. Et puis il est pressé maintenant. Il ne faudrait pas rater le cocktail chez Gallimard, où sa chère épouse Lucie l'attend avec le tout Paris des lettres. Ni les Marocains, ni les Français n'ont voulu prendre la revanche. Et c'est ça ce que j'appelle la dignité. La dignité, c'est lorsque il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Le départ du roi pour Paris est aussi précipité que sa déposition. On avait prévu de l'installer à Beauvallon un certain temps. À peine arrivé, Pinet le réclame. Pour la droite, c'est encore l'ex-sultan Aboré. Pour la gauche, un autocrate du fond des âges. Et pour les Marocains de Paris, menés par le fidèle Sibécaille, c'est évidemment le roi légitime. Edgar Faure le fait accueillir avec tous les honneurs d'un souverain. Il reçoit les témoignages d'amitié de la vraie France qu'il a toujours aimée, celle des gouvernantes alsaciennes et des femmes du monde aux grandes manières, celle des politiques qui lui parlent avec respect, et de tous ceux qui se sont épris sincèrement du Maroc et se sont dévoués pour lui. Par courtoisie pour ses hôtes, il arbore volontiers la tenue occidentale, et même les esprits les plus prévenus sont séduits par sa réserve tranquille qui contredit les fantasmes d'autrefois. Il était quelqu'un d'un courage exceptionnel, il avait confiance en lui. Il était sûr de ce qu'il faisait et des résultats qui allaient en découler. Les conversations progressent rapidement. Le jeune Moulay Hassan y donne toute sa mesure. Même Pinet en est désormais convaincu. Il faut que le roi rentre vite au Maroc, car les menées sanglantes de l'armée de libération transfusée par le FLN algérien menacent de tout faire capoter. Edgar Faure peut savourer la réussite d'une politique dont seule sa femme connaît le labyrinthe et dont le roi accepte le résultat. On démarre sur de nouvelles bases, mais on préserve l'essentiel des intérêts français. L'arrivée soudaine du fantôme de l'histoire médiévale marocaine enveloppe d'un voile de grandeur les derniers soubresauts des intrigues. Le Glaoui vient demander son pardon. Dans le système féodal, lorsque un grand chef sent qu'il faut se soumettre au monarque, il faut que le chef prenne soin de ne pas abandonner sa famille ou ses enfants. Et il ne peut les confier qu'au monarque. Alors il se baisse. L'opinion internationale est évidemment saisie par la force pathétique de la scène, où l'on admire la mansuétude du souverain comme la noble humilité du prosterné.
Mais les esprits moins romanesques y voient aussi le symbole de la défaite définitive d'une politique rétrograde. Le Glaoui rejoindra 3 mois plus tard son vrai royaume, celui des ombres du passé. Le compagnon de la libération Mohamed V souhaite accomplir un dernier geste. On pense au devoir habituel et compassé des hôtes de la République. Il va lui redonner tout son sens. Sa Majesté dépose la gerbe de fleurs et moi je fais crier « Vive le Maroc, vive l'indépendance, vive Sa Majesté Mohamed V » et le roi m'appelle « Charkaoui, vive la France ». C'était difficile de dire aux Marocains à ce moment-là « Vive la France ». Et j'hésite. Et il me répète « Vive la France ». Et moi, je lance « Vive la France, vive la France ». Et tous les Marocains qui étaient là suivent « Vive la France, vive le sultan ». C'est extraordinaire. L'homme qui oublie tout, l'exil, qui oublie la déportation, qui oublie tout ce qu'on a écrit contre lui, toutes les méchancetés, toutes les hypocrisies, et qui écrit sous l'arc de triomphe « Vive la France ». On redoute cependant que la fête de son retour dérape dans la violence d'une vengeance généralisée. Sa voix le précède, appelant à la sagesse et à la réconciliation. شعبنا الوفي النبيل نوجه لك هذا النداء لنعبر لك عما يخالجنا من فرح عظيم بمناسبة رجوعنا لوطننا العزيز بعدما قضينا أكثر من عامين في المنفى وقد كنا وقت المحنة سواء طيلة هذه الغربة نشاطرك آلامك ونقاسمك آمالك وكانت الروابط التي تجمعنا بك متينة فلا الأيام ولا بعد المسافات استطاعت أن تنال من ذلك الاتحاد الروحي الذي كان عونا لنا على تحمل الآلام والحنين إلى الأوطان. La reconnaissance officielle de l'indépendance survient à peine 3 mois plus tard. La volonté de refermer au plus vite le livre des erreurs est puissante, animée par cette estime réciproque qui ne s'était jamais totalement évanouie, même aux heures les plus noires. Ce que c'est que l'indépendance d'un pays, quand on le signe, ça a été un moment d'une intense émotion. Et jusqu'en ce moment où je vous parle, je refuse que mes larmes de nouveau reviennent dans mes yeux. On était perdus, on ne savait pas, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes indépendants? Après avoir obtenu de Franco la fin du protectorat sur la zone espagnole, une autre histoire qui n'est d'ailleurs pas tout à fait close, Mohamed V regagne Rabat dans ce perpétuel déferlement de liesse qui ne s'est pas apaisé depuis son premier retour. Il est temps maintenant de commencer à bâtir l'État moderne d'un Maroc indépendant. Mais les desseins de Dieu sont impénétrables pour ceux qui croient en lui. Mohamed V meurt 5 ans plus tard, sans la rétribution terrestre de ses actions exemplaires, mais avec le sentiment que son fils saura lui succéder.